Eh bien, bonjour à tous. Je suis le professeur Étienne Lemarié, faculté de médecine de Tours, et très heureux d'ouvrir ce webinaire organisé par la FEFOG en partenariat avec le GRISOF et consacré à la prise en charge du fibrome. Et le fibrome utérin, tumeur bénigne gynécologique fréquente. Son incidence augmente avec l'âge et elle est plus élevée chez la femme de race noire par rapport à la femme d'origine caucasienne, avec des motifs de consultation divers et variés. C'est ce que nous verrons au cours de ce webinaire. Eh bien, je vais passer tout de suite la parole à notre première modératrice, qui est Madame le professeur Madeleine Garba de la Faculté des sciences de la santé de Niamey, au Niger. Madeleine Garba, je vous passe la parole pour introduire le premier orateur. Madeleine Garba, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Votre micro est coupé. Je le réactive, oui. Voilà, Voilà, c'est parti. on vous La entend. connexion Très n'était pas bien. bonne. On vous entend. Merci, Chanel. D'accord. Voilà, si vous voulez bien présenter le premier orateur, le professeur Cheikh Cissé. J'ai l'impression que la liaison est instable. Oui, c'est ce qu'on me signale. Oui, Madeleine, c'est à toi. Oui, merci, cher maître. Bonjour à tous. Bonjour. C'est que ma connexion est un peu instable aussi. La connexion est un peu instable. Écoutez, si la connexion est instable, j'espère que vous pourrez animer la J'ai un discussion problème de si vous voulez bien. connexion. Oui. Alors écoutez, Oui, pour simplifier les choses, j'ai allez-y, j'ai une on vous entend. connexion instable là, malheureusement aujourd'hui. Bon, on peut passer la main. Bonjour, cher maître. Bonjour à tous. Mhm. Oui, le temps que la connexion soit stable. On vous entend bien. Est-ce que quelqu'un peut prendre la main? Oui, on Oui, passe la main à Raymond Najad et puis à ce toutes mes moment-là, Alexis excuses. J'ai Mutombo va l'impression, introduire bon, ma Cécile connexion est un Vidal. peu instable. Est-ce que quelqu'un peut prendre la main le temps qu'elle Oui, soit oui, un peu plus Madeleine, je stable? vais prendre la main. Je vais prendre la main sur la Oui, demande après, de professeur Chertijan. Oui. Alors, un bonjour, problème bonjour de à tous. connexion. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire sur les fibromes, sujet très intéressant pour nous, en particulier pour nous en Afrique, hein. Nous étions en train de commenter il y a quelques minutes. Le fibrome utérin, c'est vraiment la chose la plus bénigne, c'est la chose la plus fréquente dans notre région africaine et partout dans le monde, hein, une incidence très importante. Alors, on va avoir le plaisir d'écouter les orateurs qui ont été annoncés dans le programme. Et je vais commencer par vous présenter le professeur Cheikh Tidiane Cissé, qui nous vient, parce que c'est un illustre inconnu, il nous vient du Sénégal. Il est chef de service de gynécologie obstétrique et surtout, sa qualité première est d'être le président incontestable et incontesté de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, la FEFOG. Monsieur le professeur Cissé, à vous la parole. Et merci, cher ami. Je suis honoré d'avoir une présentation aussi flatteuse, hein. Alors, donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que vous le voyez? Oui. Je vais mettre un diaporama. Voilà, merci, monsieur le modérateur, mes chers amis.
C'est avec un réel plaisir que je vais vous parler du traitement médical des fibromes, bien entendu en mettant le focus sur quelques particularités africaines. Alors, je vais essayer de viser 3 objectifs. D'abord, circonscrire la problématique des fibromes. Ensuite, comment faire pour optimiser la prescription. Et enfin, énoncer des indications pratiques du traitement médical. Alors, comment circonscrire la problématique du fibrome? Le fibrome est une question de santé publique en Afrique subsaharienne. Malheureusement, il faut le déplorer, à l'instar d'autres maladies qui bénéficient d'une attention particulière, le fibrome ne figure pas dans la préoccupation des autorités sanitaires. Il y a beaucoup de programmes qui rentrent dans la santé de la reproduction, la contraception, le dépistage des cancers, les infections sexuellement transmissibles, etc. Mais nulle part dans les documents de politique sanitaire, vous verrez une ligne sur le fibrome. Ça n'intéresse pas les autorités sanitaires. En moralité, les personnes concernées sont plus ou moins laissées à elles-mêmes dans leur parcours de soins. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de facilitation, il n'y a pas d'accès à des traitements particuliers. Donc, rien n'est fait par rapport au fibrome. Vous verrez que tout à l'heure, quand on va parler de la fréquence, ça peut poser des problèmes. Ça explique les difficultés que les femmes africaines rencontrent par rapport au fibrome. Alors, les soignants également ne sont pas en reste parce que nous avons tendance à utiliser largement des protocoles qui sont rapportés des pays développés, des sociétés des pays développés, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis. Or, la typologie des fibromes dans ces pays est totalement différente de la typologie des fibromes que nous rencontrons. Donc, ça veut dire que là, il y a un problème de validité externe. Nos recommandations s'adressent peut-être à certains types de fibromes que nous ne rencontrons pas fréquemment en Afrique. Alors, la recherche sur les fibromes est très marginale en Afrique. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, sur le plan de l'evidence-based, il y a encore beaucoup d'inconnus. Parce que peut-être les sociétés occidentales n'ont pas un grand intérêt à investir des milliards dans la recherche sur le fibrome, étant donné que, bon, les femmes caucasiennes sont moins concernées et que, bon, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc, ça veut dire qu'au niveau africain, nous avons encore des efforts à faire pour essayer de développer la recherche. Alors, ce qu'on constate par contre, c'est qu'il y a une omniprésence des tradipraticiens. Moi, je dirais des faiseurs de miracles, qui souvent profitent de, disons, de la position inconfortable des femmes, de leur questionnement, de leur inquiétude, pour leur dire, je vais vous donner une potion qui va complètement faire disparaître votre fibrome. On est confronté à ça. Pourtant, on m'avait dit qu'on peut faire disparaître le fibrome. Je donnerai une réponse par rapport à ça. Alors, les patientes ont souvent une perception erronée du fibrome. Parfois, vous êtes étonné quand vous leur posez des questions et elles ne savent pas ce que c'est. Parce que tout semble être mélangé dans leur tête, entre les interprétations populaires, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations qui varient suivant les pays, suivant les cultures. Les pseudo-vérités qui sont maintenant véhiculées par Internet, où on voit rigoureusement n'importe quoi, parfois même certains parlent de cancer. Les avis de la voisine qui a eu à traiter son fibrome, les promesses du guérisseur, les hésitations du médecin. Donc, il y a un effort important à faire pour qu'au moins les femmes puissent savoir de quoi elles sont atteintes. Et ça relève en partie du personnel de santé qui doit donc travailler à une meilleure connaissance des fibromes par les femmes africaines. Alors, nous devons donner donc des réponses claires, basées bien entendu sur l'évidence, aux 3 questions que nous posent souvent les patients. Est-ce que les fibromes sont fréquents? Pourquoi j'ai développé cette affection? Quels sont les désordres? Souvent, on se plaint que les femmes ne viennent pas consulter tôt. Bon, ce n'est pas de leur faute. Elles ne sont souvent pas au courant. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme conséquences, etc. Elles ne viennent vraiment que quand il y a des complications. Et souvent, c'est en stade très avancé. Alors, première question, les fibromes sont-ils fréquents? Oui, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de reproduction. Et à ce titre, mériterait d'être prise en compte dans la politique de santé de la reproduction. Alors, ces fibromes sont 3 fois plus fréquentes chez les Africaines. On estime qu'une femme noire africaine sur 2 va développer un fibrome au cours de sa période d'activité génitale.
c'est de l'ordre de 10 à 15% chez les femmes caucasiennes. Ce qu'on remarque, c'est que les femmes qui sont concernées par le fibrome sont de plus en plus jeunes et que les volumes qui sont observés sont de plus en plus importants. Alors, dans notre expérience à Dakar, je pense que c'est la même chose dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. Le fibrome est la première cause de consultation en gynécologie obstétrique chez les femmes qui ont entre 30 et 40 ans. Et c'est de loin la première indication de chirurgie gynécologique que l'on rencontre dans nos services. Alors, deuxième question, pourquoi j'ai développé cette maladie? Bon, même en tant que scientifique, on ne peut pas donner des réponses très claires. On sait qu'il y a des mutations somatiques et des anomalies cytogénétiques qui sont incriminées, mais c'est encore mal élucidé. Ce qu'on sait pour l'instant, ce n'est pas grand-chose, mais c'est qu'il y a des facteurs favorisant des facteurs associés. L'obésité, l'âge très jeune aux premières règles, la nulliparité, l'infertilité et une certaine prédisposition familiale. Alors, est-ce qu'il existe une vitesse d'accroissement? On se pose la question parce que vous avez des femmes qui développent un petit fibrome à 20 ans et qui restent avec ce petit fibrome jusqu'à la ménopause. D'autres, par contre, en 2 ans, 3 ans, vont développer des fibromes volumineux. En réalité, on ne sait pas quelle est la vitesse d'accroissement. Est-ce qu'il y a une vitesse standard ou bien c'est en fonction des facteurs de risque? Alors, autre question, on reçoit beaucoup de femmes qui ont fait l'objet d'une chirurgie, mais qui redéveloppent des fibromes. Donc, récidive. Ou bien alors, est-ce que l'intervention était incomplète? On a laissé des noyaux sur place, donc qui se sont développés et qui ont donné le tableau clinique. À mon avis, les deux cas de figure sont possibles. On peut avoir une récidive, comme on peut avoir un développement de petits noyaux qui avaient été laissés sur place après l'intervention chirurgicale. Alors, troisième question, est-ce que le fibrome est responsable de désordres de santé? Là, oui, même si 40% des fibromes vont être asymptomatiques. Donc, fibrome ne signifie pas forcément traitement, encore moins traitement chirurgical. C'est là où la perspicacité du soignant va intervenir pour vraiment ne pas surtraiter, comme on le constate de temps en temps. 60% par contre des fibromes vont nécessiter un traitement. Alors, soit parce qu'il y a des saignements, c'est le cas des fibromes 0, 1, 2, 3, 4, soit parce qu'il y a des compressions des organes de voisinage avec la compression urétérale qui doit être redoutée et recherchée systématiquement pour éviter de se retrouver devant une mort du rein. Cette compression peut revêtir également un aspect de constipation, de pesanteur pelvienne. Alors, les ménorrhagies sont les symptômes les plus fréquents. Chez toute femme en âge de reproduction en période gynécologique qui saigne, il faut évoquer le saignement, surtout si ce sont des saignements à type de ménométrorragie, c'est des règles qui sont prolongées et abondantes. Mais il ne faut pas aller vite en besogne. Souvent, on colle les métrorragies au fibrome tout de suite, mais un train peut en cacher un autre. Il faudra éliminer d'autres pathologies organiques avant de lier les métrorragies au fibrome. Alors, il est difficile d'estimer la quantité de ménorrhagie. Parfois, vous vous basez sur le nombre de garnitures, parfois le dosage de l'hématine alcaline, ou bien le score de IgAM, donc qui permet d'avoir une idée. Parce que l'importance des ménorrhagies intervient également dans l'indication thérapeutique. Parfois, ça peut être suffisant pour justifier une indication chirurgicale. Alors, les troubles de la reproduction peuvent être également retrouvés chez les femmes porteuses de fibromes. Ça peut être une infertilité, un blocage de la perméabilité tubaire, l'infécondité, parce qu'il y a soit des avortements ou bien un accouchement prématuré, mais également des dysocies diverses, dysocies de présentation, des anomalies de la dynamique utérine, des anomalies de l'insertion du placenta, et enfin l'hémorragie de la délivrance qui doit être redoutée chez les femmes porteuses de fibromes parce que le muscle utérin n'étant pas de bonne qualité, il y aura certainement des difficultés pour pouvoir obtenir une ligature vivante de Pinard parfaite. Autre complication des compressions, on en a parlé, la torsion, mais également très rarement la dégénérescence, normalement sarcomateuse. C'est très rare. Mais parfois, un véritable sarcome utérin peut se cacher derrière un fibrome en apparence bénigne. Alors, deuxième objectif, comment optimiser la prise en charge?
Il faudra se poser un certain nombre de questions et éviter les, moi j'appelle ça les evidence-based fashion. Parce qu'on se réveille un jour, parfois il y a une tendance, comme pour la mode, quoi, où on dit tel médicament doit être prescrit. On va le voir tout à l'heure avec le Lipristal. Donc, il faut au cas par cas faire un raisonnement profond pour voir quel est le traitement qui est adapté le mieux à la patiente qui est concernée et éviter un peu les effets de copier-coller. Alors, il faudra que le soignant se pose 4 questions qui sont importantes et en fonction des réponses qu'il aura obtenues, il va pouvoir manager sur le plan médical le fibrome en question. Se poser la question, le mécanisme de l'hormonorégulation des fibromes. Les objectifs du traitement médical. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un traitement médical? Quels médicaments utiliser? Et quelle stratégie globale mettre en jeu? Parce que le traitement médical n'est qu'un aspect. Il peut y avoir après d'autres stratégies thérapeutiques et il faut envisager ça tout à fait de façon holistique au départ. Alors, l'hormonorégulation des fibromes, ce qu'on en sait, c'est que les cellules myomateuses possèdent des récepteurs aux oestrogènes. Mais attention, contrairement à l'idée qui est retenue et que bon, l'hyperoestrogénie serait à elle seule responsable du développement des fibromes, ce n'est pas le cas parce que les tissus myomateux ont également des récepteurs à la progestérone. Et ça induit le fait que, contrairement à ce qu'on croit, en donnant de la progestérone, on pourrait réduire la taille du fibrome, mais le traitement progestatif lui-même peut entraîner l'augmentation de la taille du fibrome. Donc, parce qu'il y a un rôle de facilitateur. Alors, quel est l'objectif du traitement médical? Pourquoi est-ce qu'il faut traiter? À mon avis, il y a deux ou trois raisons supplémentaires. D'abord, il faut traiter les hémorragies. Parce que sinon, il y a des complications. Ça peut aller jusqu'à l'état de choc, c'est rare. Et sinon, c'est l'anémie chronique avec la décompensation cardiaque. Donc, à chaque fois qu'un fibrome saigne, il faut traiter les hémorragies. Alors, deuxième objectif, mais il est accessoire. C'est-à-dire, les femmes vous disent, on appelle ça une boule dans notre jargon. Et comment faire pour faire disparaître la boule? Est-ce qu'on doit faire un traitement médical rien que pour faire disparaître le fibrome? À mon avis, ça me semble excessif dans tous les cas s'il n'y a pas de compression. Parce que les médicaments qui peuvent réduire ont des effets secondaires. Alors, ce que moi j'ai dit, il faut qu'on puisse donner une réponse claire aux femmes. Il n'existe pas de médicament qu'on peut utiliser pour faire disparaître un fibrome. Ça, ce sont plutôt les guérisseurs qui le font. Parce que si vous dites à la femme, elle va être déçue après et je crois que ça pose un problème dans la compliance du traitement. Donc, il n'y a pas de traitement médical qui peut faire disparaître, je dis bien, un fibrome. Donc, vous voyez que les indications du traitement médical ne sont pas très développées. C'est essentiellement l'hémorragie. Parce que s'il y a un autre problème, ce ne sera pas le traitement médical qui va le régler, ce sera le traitement chirurgical. Alors, quel médicament utiliser dans le cadre du traitement médical? On a beaucoup de médicaments. Il y a une panoplie, mais il faut savoir articuler et jouer avec les bonnes touches pour avoir un rendu acceptable. Les antianémiques, on est tous d'accord, je ne vais pas insister. Donc, ça peut être un traitement préventif, ça peut être un traitement curatif lorsque l'anomalie, c'est déjà un sac. Mais c'est un élément important qu'on a souvent tendance à négliger. Les progestatifs, c'est certainement le médicament le plus fréquemment prescrit pour traiter les fibromes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ce médicament est prescrit à bon escient? Moi, je crois que pas du tout. Parce qu'on en fait un médicament miracle. Par exemple, beaucoup pensent qu'en donnant des progestatifs, on peut réduire la taille du fibrome, ce qui est absolument faux. Alors, pour l'essentiel, le traitement progestatif intervient dans la régulation fonctionnelle de l'endomètre. Parce que souvent, il y a une hyperoestrogénie, il y a une hyperplasie de l'endomètre, et c'est normal donc, quand cet endomètre va desquamer, que ça saigne. Et aussi une précision de taille importante. Lorsque ces métrorragies, ces ménorragies sont liées à des myomes endocavitaires, il ne sert à strictement rien de donner des progestatifs. Il faut aller directement vers le traitement chirurgical. Combien de fois des femmes se sont présentées, et d'ailleurs, certains même mettent indication opératoire, ménorragie rebelle au traitement médical. Or, ce sont des myomes intracavitaires. Donc, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de donner un traitement progestatif pendant 2 mois, 6 mois. Il faut aller tout de suite au traitement chirurgical.
Alors, le mode d'action des progestatifs, bon, c'est inefficace sur la réduction du volume, parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour diverses raisons, notamment des récepteurs à la progestérone, le progestatif peut entraîner une augmentation de la croissance du fibrome pendant son utilisation. Alors, il y a différents produits, mais on sait que ce sont les dérivés de la 19-norprogestérone et les dérivés prégnants qui sont les plus recommandés. Bon, il y a quelques produits ici, des Demegeston, etc. Ce qu'on sait, c'est que leur prescription, bon, généralement, doit prendre au moins une vingtaine de jours. Et contrairement à ce qu'on fait, beaucoup donnent 10 jours de traitement pendant la deuxième phase du cycle, comme si on était en train de réguler une insuffisance lutéale. Ça ne donne pas une bonne imprégnation. Donc, habituellement, on préconise du 16e au 25e jour ou bien 20 jours sur 28. Alors, il y a aussi le DU à la progestérone qu'on oublie, mais qui est un excellent contraceptif qui peut être utilisé dans le cadre d'une femme ayant un fibrome, parce qu'à côté de l'action contraceptive, avec une efficacité certaine, ça peut réduire les hémorragies et c'est aussi efficace en cas d'adénomyose associée. Donc, il ne faudra pas oublier le DU à la progestérone dans l'arsenal thérapeutique du fibrome. Alors, les analogues de la GnRH, bon, en principe, à un certain moment, ça a fait, disons, beaucoup de buzz. Mais on sait que c'est un médicament qui doit être réservé à l'utilisation, à leur utilisation, à la préparation d'un geste chirurgical. Donc, c'est illusoire de penser que si on met ces analogues, on va à terme réduire, même si la réduction, la diminution de la taille du fibrome est plus importante par rapport à d'autres produits. Donc, il faut réserver ça à la préparation d'un geste chirurgical. Mais le bémol, c'est qu'on s'est rendu compte, et les publications l'ont montré, qu'à l'épreuve, les femmes qui ont eu à bénéficier de ce traitement préalable aux analogues pendant 3 mois, quand on les opérait, paradoxalement, elles ont saigné beaucoup plus que ce qu'on attendait. L'explication, c'est que l'utilisation de ces analogues va modifier un peu l'architecture. Et le plan de clivage n'est plus aussi net que par rapport à un fibrome qui n'a pas été imprégné par les analogues. Et donc, la dissection va être plus difficile et donc la femme risque de saigner un peu plus que d'habitude. Voilà, ça, ce sont les produits, je passe dessus, qu'on peut utiliser. Alors, la durée d'utilisation, c'est 3 mois. Ça ne peut pas dépasser 3 mois. Parfois, vous voyez des femmes qui sont mises sous analogue pendant 6 mois. Je pense que c'est une catastrophe parce qu'on essaie un peu de forcer la dose pour envisager, disons, une disparition des fibromes. Donc, il n'y a pas de bénéfice. Bon, l'adbacthérapie, si vraiment il y a des signes d'intolérance, on peut être amené à utiliser l'oxygénothérapie complémentaire pour lutter contre les bouffées de chaleur, les sécheresses vaginales. Ça, on sait que ce sont les effets classiques de la GnRH. Les antagonistes de la GnRH, bon, là, on les utilise, mais je préciserai que c'est hors AMM, parce que si vous lisez les notices, aucun laboratoire n'a dit qu'on peut les utiliser pour le traitement des fibromes. Et comme beaucoup d'autres médicaments, certains soignants se sont fait une expérience et ce sont des pratiques pas marginales, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'AMM. Alors, ces médicaments agissent en favorisant la suppression de la sécrétion de gonadotrophine et il y a aussi un effet inhibiteur sur les facteurs de croissance de type EGF. Alors, les exemples de schémas thérapeutiques, c'est par exemple du cétrotide, 60 mg, AJ1, 830, 60 mg, AJ21 selon le taux de stradiol. Donc, généralement, il y a 30% de réponses positives et 40% à 7-8. Donc, ça fait un tiers, la moitié. Alors, je passe sur ces autres exemples. Il y a plusieurs protocoles qui ont été testés dans la littérature, mais vous voyez que bon, ça ne dépasse pas les 50%. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises répondeuses. Alors, 5e produit, les inhibiteurs de l'aromatase. Vous avez le letrozole. Bon, il semble actuellement que c'est la voie d'avenir. Il y a eu beaucoup de publications, mais en réalité, il n'y a pas d'évidence médicale suffisante aujourd'hui pour affirmer de façon péremptoire que ces inhibiteurs de l'aromatase occupent une place de choix dans le traitement des fibromes. Alors, les modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, bon, il y a eu quelques études qui ont montré que ça peut être efficace, mais là aussi, c'est une prescription hors AMM. Donc là aussi, prudence, il n'y a pas assez de données, même si certaines sociétés scientifiques incluent ces produits dans leurs recommandations de prise en charge.
Alors, les modificateurs sélectifs des récepteurs à la progestérone, pour terminer, bon, il y a classiquement, ce sont classiquement des produits qui sont utilisés dans l'interruption médicale de grossesse et la contraception. Bon, ensuite, il y a eu, le fibrome est devenu une nouvelle indication. Bon, il y a eu beaucoup d'espoir qui avait été suscité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années. Alors, il y avait l'ulipristal qui était vraiment omniprésent dans les congrès scientifiques auxquels nous avons participé. Et on se disait que ça allait révolutionner le fibrome en Afrique. Parce que voilà un médicament qui avait fait beaucoup d'espoir. Donc, notamment avec des publications qui avaient montré une réduction vraiment drastique du volume du fibrome. Mais malheureusement, quelques années après, nous avons tous déchanté parce que, bon, le produit avait une hépatotoxicité très sérieuse et finalement, le produit a été retiré carrément du marché. Mais à l'époque, c'était vraiment, je crois, dans les années 2007-2008, c'était vraiment un médicament qui était porteur d'espoir. Alors, les autres médicaments, parfois, c'est utile, surtout en milieu africain, l'acide tranexamique, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi le danazol. Donc, voilà quelques médicaments qui peuvent parfois, dans le cas des ménorrhagies, vous n'êtes pas obligé de faire un traitement hormonal. Vous pouvez vous contenter de ces autres médicaments. Alors, pour terminer, que retenir en pratique? En pratique, il faut dire que la décision doit dépendre d'un certain nombre de paramètres. La symptomatologie. Un fibrome qui n'est pas symptomatique, qui ne pose pas de problème, pourquoi on va le traiter? Encore moins le traitement médical si on n'envisage même pas un traitement chirurgical. Le nombre, le siège, la taille des fibromes. Donc, d'où l'importance de faire une cartographie très précise du fibrome. Mais moi, je suis en porte-à-faux avec beaucoup de collègues qui demandent des scanners, des IRM pour les fibromes. Moi, je crois que l'échographie reste le moyen le plus simple, le plus économique, le plus écologique pour apprécier un fibrome. On n'a pas besoin d'aller à l'IRM par rapport à ça, c'est excessif. Alors, il faut penser au phénomène de compression, surtout de l'urètre. Moi, je dis souvent aux étudiants, quand vous avez un fibrome, donc il faut envisager d'étudier le retentissement sur l'urètre, parce que ça ne se sent pas. Par contre, si vous ne faites rien, à la longue, la mort du rein sera l'aboutissement. Et s'il y a un urtère qui est comprimé, là, ce n'est pas le traitement médical. Hein. Il faut absolument envisager la chirurgie. Donc, si on ne recherche pas cette complication, on risque de ne pas pouvoir la retourner. Bien entendu, il y a l'âge. Excusez-moi. Alors, s'il s'agit d'une femme qui a 42 ans, près de la ménopause, c'est évident que la prise en charge sera moins agressive parce qu'on sait qu'à la ménopause, avec la baisse de la sécrétion d'œstrogène, donc la problématique reste différente. Alors, ce n'est qu'un essai thérapeutique. Il ne faut pas avoir la prétention de traiter correctement. Donc, vous dites, madame, on va essayer ce traitement pendant 3 mois, 6 mois, et en fonction de la réponse maintenant, on verra si on maintient le traitement médical ou bien si on envisage un traitement chirurgical. Mais dans tous les cas, il faut savoir changer de stratégie et passer la main et ne pas faire un acharnement. Souvent, ce qu'on voit, c'est que vous prescrivez un progestatif, ça ne marche pas. Vous avez soit tendance à doubler les doses ou bien à ajouter d'autres progestatifs. À mon avis, ce n'est pas une attitude qui est basée sur l'évidence médicale. Alors, quelques exemples pratiques pour terminer. Lorsqu'il s'agit de ménorrhagie modérée, on peut donner des antihistaminiques, des anti-anémiques, c'est sûr. On peut donner des progestatifs qui sont efficaces dans 80% des cas, sauf dans les ménorrhagies qui sont dues à des fibromes intracavitaires. Donc, vous avez le choix entre 15e, 25e ou 10e, 25e, ou bien si la femme souhaite une contraception, vous allez faire 5e, 25e, et au bout de 3 mois, vous évaluez. Éventuellement, vous pouvez utiliser des traitements d'appoint comme les antifibrinolytiques ou les anti-inflammatoires. Alors, lorsqu'il s'agit par contre de ménorrhagie importante, on peut soit décider d'une intervention chirurgicale, mais le traitement médical ici permet de préparer l'intervention chirurgicale pour diminuer les saignements. Là, c'est intéressant de pouvoir prescrire un analogue à raison d'une injection toutes les 3 semaines et préparer l'intervention chirurgicale. Il ne sert à rien, dans le cas de ménorrhagie importante, de persister à faire des traitements médicaux, des cocktails, des protocoles lourds, etc. Il faut aller directement à l'intervention chirurgicale. Alors, bon, que retenir en conclusion? Il faut une bonne sélection des indications.
tous les fibromes ne sont pas à traiter. Il faut essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants pour obtenir un consentement éclairé de la patiente. Ça permet de la garder, parce que souvent ce qu'on remarque, c'est que les femmes vont de médecin à médecin avec un dossier toujours plus lourd, parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion de comprendre et que c'est un processus qui va prendre du temps. C'est ce qu'on appelle le tourisme hospitalier. Et à chaque fois, elle va dire, mais quand est-ce que je vais rencontrer enfin un médecin qui va me donner un médicament qui va faire disparaître le fibrome. Donc, il ne faut pas hésiter de changer de molécule, voire de stratégie. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques réflexions que je voulais partager avec vous par rapport à la prise en charge du fibrome en milieu africain. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Cissé, pour cette éloquente présentation et très exhaustive et qui provoque un bouleversement dans le cerveau. Ça nous rappelle tellement de choses intéressantes et tellement simples que tout le monde a tendance disons, à rejeter parce que c'est trop simple, ou à mettre dans des cases perdues du cerveau parce que c'est tellement simple, mais tellement évident. Alors moi, si je peux me permettre, avant de passer la parole, nous avions dit, n'est-ce pas, que nous faisions une discussion après chaque orateur. Oui, c'est Donc, ça. avant de passer la parole aux questions, je voudrais, à tout seigneur, tout honneur, donc je voudrais faire quelques interventions. Alors, l'imprégnation œstrogénique, c'est quand même un phénomène incontestable dans la physiopathologie. L'imprégnation œstrogénique, qui est largement prouvée par l'âge précoce des premières règles, par les phénomènes d'hyperœstrogénie, par exemple dans la nulliparité ou d'autres phénomènes. Donc, je voulais simplement dire que l'imprégnation œstrogénique, ça reste quand même un phénomène incontestable dans la pathogénie des fibromes. Ensuite, je vais apporter... Pardon? Non, c'est bon. Oui. Ensuite, je voulais apporter juste une petite expérience personnelle. Le fibrome de type 7, dont on ne parle jamais, qui est ce fibrome suscervical ou cervical ou isthmique, qui souvent est un fibrome qui est négligé, eh bien, peut provoquer une dystocie, mais qui n'est pas une dystocie due au phénomène que tu as évoqué. C'est une dystocie parce qu'il peut être prolabé dans le cul-de-sac de Douglas et au 6e, 7e mois, prendre de l'ampleur, voire même commencer une nécrose, et alors ça devient quelque chose de très douloureux et surtout bien perçu dans la cavité vaginale. Et on a souvent peur, si cela persiste, que cela devienne dystocique. Et donc, on serait obligé de passer par la voie de la césarienne. Donc, ça, c'est le fibrome de type 7. Alors, quant au progestatif, la mode aujourd'hui, que je constate de plus en plus, je n'ai jamais compris pourquoi, c'est justement ce que tu as évoqué dans une phrase, c'est qu'on a tendance d'emblée, dans les types 4 ou dans les types 3-6, on a tendance d'emblée à mettre une dose doublée de progestatif. Et je trouve que en faisant cela, on provoque des métrorragies et des ménométrorragies qui sont totalement inadéquates plutôt que de traiter ce qu'on voudrait traiter, c'est-à-dire le fibrome, parce que, comme tu l'as bien dit, ça n'est pas forcément efficace. Oui, je n'ai pas bien compris dans les analogues de la GNRH si tu as écrit que cela diminuait les saignements, mais tu dis que ça les augmente. Alors, je n'ai peut-être pas bien, quelque chose m'a peut-être échappé. Donc, les analogues auraient un effet réducteur sur les saignements ou aggravant. Voilà, merci et pardon pour
pour cette intervention un peu longue. Professeur Cissé, c'est à toi. Oui, merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que théoriquement, les analogues diminuent la taille du fibrome, mais paradoxalement, lorsque vous opérez ces fibromes, les analogues vont modifier la texture du fibrome, et ce qui fait que le plan de clivage est moins net. Donc, on va avoir des difficultés à cliver le fibrome et à l'enlever. Et ça va se traduire par un saignement important en péropératoire. Mais il est clair que, en dehors de l'intervention, étant donné que ça approuvit un peu l'alimentation en oestrogène de l'endomètre, donc il est clair que ça a un effet très positif sur les saignements. Mais en chirurgie, le saignement est plus important. Voilà, merci. Professeur Cissé, Oui, une question, une réflexion, si vous permettez. Premièrement, je vous remercie vraiment. C'est une excellente présentation originale qui dénote d'une grande expérience en chirurgie, en gynécologie. Donc, ma première réflexion, c'est que vraiment, j'apprécie beaucoup votre esprit d'adapter la médecine, notre médecine africaine, à nos conditions socio-économiques et surtout adapter nos approches diagnostiques et thérapeutiques. La question, c'est à propos de la polémique qu'on voit maintenant surgir sur l'use de méningiome et progestatif. Quel est votre avis? bon, c'est une discussion qui, à mon avis, n'est pas étayée par une preuve formelle. Donc maintenant, c'est du domaine de l'hypothèse. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais moi, j'avoue que je suis très, très réservé. Je ne vois pas quelle est la relation. Je ne sais pas, toi, à travers tes lectures, qu'est-ce que tu penses? D'accord, la même chose. Donc, wait and see. Donc, on attend un peu que les choses s'éclaircissent un peu. D'accord. D'autant que cela concerne particulièrement certains types de progestatifs sur lesquels elle a été mise en évidence, enfin sur lesquels il a été mis en évidence, le ménagiome, comme l'acétate de cyprotérone, par exemple. Voilà, et qu'on a tendance à l'extrapoler à tous les macroprogestatifs, ce qui n'est, comme en accord avec le professeur Cissé, ce qui n'est probablement pas le cas. OK. Est-ce Une que vous avez question? vérifié les chats? Je ne sais pas si, Étienne, vous avez vérifié le chat. Alors, je n'ai pas vérifié. J'ai du mal à me connecter au chat. Il n'y a aucun message. Il Il n'y n'y a a aucun aucun message. message. OK. Merci. Il n'y a pas de message. Merci. Je cherchais la rubrique et j'arrive pas à la trouver. OK. Alors, Je peux? oui, madame. Yolande. Non, ce n'est pas moi. Ah, Madeleine, Oui. pardon. Pardon. Oui, merci. Merci à notre cher maître pour sa brillante présentation. Mais je me disais quand même que pour les progestatifs, par exemple, le luténil qui était utilisé pendant des décennies, je pense que là, actuellement, il y a une petite réserve, comme ça peut entraîner des méningiomes quand c'est utilisé sur de longues périodes, alors que c'est un produit qui était utilisé depuis plusieurs décennies. Mais là, je pense que depuis 2, 3 ans, on attire quand même l'attention des prestataires sur l'apparition des méningiomes quand c'est utilisé longtemps. Également, une petite remarque, c'est sur les modulateurs SMIA qui avaient soulevé, disons, qui avaient donné des espoirs, un espoir dans le traitement, mais bon, qui a été abandonné à cause des hépatites. Effectivement, il y a eu quelques cas d'hépatite fulminante et qui ont fait arrêter. Donc, ce produit a été arrêté en Europe. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait donc, dans d'autres parties du monde qu'il soit utilisé. Mais en tout cas, en Europe, donc, ils ont arrêté. Bon, le problème qui se pose, c'est bon, c'est culturel. Donc, quand on parle de fibrome dans notre contexte culturel, souvent les tradis praticiens, effectivement, ils vont dire, ah, mais bon, pour un même produit, il va traiter et le fibrome, et le diabète, et l'hypertension artérielle, et les IST. Donc, effectivement, cela fait sourire. D'accord? Parce que nous, effectivement, dans notre contexte, on voit des fibromes qui sont assez gros. Et souvent également, donc, les jeunes, disons, les femmes, par exemple, la trentaine, tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne se fait pas opérer.
Et maintenant, c'est quand elle est opérée que, bon, l'association, de ce fait, association fibrome et grossesse, c'est quelque chose d'assez fréquent. D'assez fréquent. Mariage, non, il faut se marier pendant toute la grossesse, ben, on va avoir ces complications de nécrobiose qui vont entraîner des douleurs. Donc ça, c'est quelque chose de fréquent. Dans notre contexte, l'association fibrome et grossesse. D'accord? Et il y a une autre chose également, c'est que souvent, donc, comme les fibromes, effectivement, quand elle arrive jusqu'à la quarantaine, qu'elle n'a pas eu d'enfant, et souvent que le fibrome est très gros, donc dépasse l'ombilic, quand on parle de d'hystérectomie, ça pose problème. Hein, d'accord? Parce que souvent, elles disparaissent. Et du fait que non, elles se disent que bon, tant qu'elles n'ont pas eu d'enfant, alors que le fibrome, il est déjà énorme. Donc, tout ça, c'est effectivement, ça relève d'une sensibilisation pour qu'elle puisse l'enlever plus tôt, donc quand il n'a pas atteint une taille très importante. Hein, d'accord? Parce que là, quand il est énorme, ben, il n'y a pas d'autre solution que l'hystérectomie. Voilà, donc les commentaires que j'ai à faire. Merci. C'était une présentation très intéressante, mais bon, on fera d'autres commentaires pour la suite. Donc, je ne sais pas si ma connexion est bonne, si elle est toujours bonne, Oui, si je suis toujours Oui. audible, oui, la connexion est bonne, pas de problème. si je suis toujours audible. D'accord, donc je vais désactiver le son. Il y a Donc, une cher main Fatou. levée. Il y a une main levée. Oui, c'est moi, c'est Yolande. Oui, Yolande. Oui, merci beaucoup, Président, et tout le monde, parce que la présentation est très intéressante et d'actualité, donc rien n'échange, on revient parfois sur les mêmes choses. Alors là, je vais directement sur le traitement médical au regard de l'acétate du Lipristal. Effectivement, on l'a retiré en disant qu'il y avait tout ce que ça entraînait sur le foie, mais en Orient et dans beaucoup de pays anglo-saxons, on continue de l'utiliser. Et on l'a remarqué, il y a des effets quand même. En fait, c'est comme disait tout à l'heure le professeur Cheikh, c'est que ça va réduire peut-être le volume, mais ça ne va pas forcément améliorer pendant l'intervention l'hémorragie ou autre chose. Mais en tout cas, en termes de volume, on a vu qu'il y avait quand même un résultat. Donc, je pense que sans abus et sans dépasser les 3 mois. Donc, moi, je suis d'accord pour ça. C'est tout ce que je voulais apporter comme un plus sur la discussion. Alors, il y a une question Le chat, oui. dans le chat, oui. Quel est l'effet du fibrome sur la grossesse? Bon, oui, cher. Une question classique. Oui, donc le fibrome sur la grossesse, enfin, ce sont les influences réciproques. Hein. Donc, le fibrome peut entraîner déjà un avortement, un accouchement prématuré. Une dystocie. Avant ça même, c'est l'infertilité. Maintenant, il y a les problèmes de présentation, il y a la dystocie dynamique, il y a l'hémorragie de la délivrance. Donc, la relation est parfois assez conflictuelle, même si on voit des femmes qui ont des fibromes volumineux, qui font des grossesses tout à fait normales et qui accouchent par voie basse. Donc, c'est au cas par cas. Alors, s'il n'y a pas d'autres. Mais par contre, cher, tu n'as pas répondu à ton sentiment sur cette double dose de progestatif qui me chagrine beaucoup. Je les vois d'ailleurs arriver beaucoup du Sénégal. Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens, merci beaucoup. C'est un non-sens. Merci beaucoup. C'est un non-sens. Ça m'amène aussi à rebondir sur la remarque de Madeleine Garba concernant un produit. Bon, ce produit est retiré en France et il continue à être commercialisé en Afrique. Bon, maintenant, c'est la précaution. Dès l'instant qu'il y a un accident qui est survenu, pour qu'on puisse établir la causalité, parce que ça, c'est difficile. En temps normal, si on prend X femmes en âge de reproduction, une proportion fera un méningiome, même sans prendre de médicaments.
Maintenant, si elle prend un médicament et qu'après il y a cette complication, la tendance c'est de lier ça directement. On ne peut pas faire de l'expérimentation, on ne peut pas faire d'études randomisées, etc. Donc, le prouver, ça va être assez compliqué. Maintenant, est-ce qu'on doit s'aligner sur cette règle de précaution? Bon, à ce cas-là, il faudrait que nos pays puissent envisager d'interdire ce produit qui n'est plus utilisé en France, par exemple, depuis l'année dernière. C'est un débat qui nous dépasse un peu. Alors, Marigno, c'est à vous qu'on a répondu sur le fibrome et grossesse. Vous avez une main levée. Vous voulez intervenir? Monsieur Marigno, vous voulez intervenir? Non, merci beaucoup, merci pour le parole. D'abord, je remercie beaucoup le professeur Tidiane Cissé pour la présentation. Concernant la question, je voudrais savoir si l'effet de fibrome sur la grossesse, si la fibrome ou bien si la grossesse diminue la taille de la fibrome ou bien augmente la taille. Bon, normalement, le fibrome doit augmenter la taille, la grossesse doit augmenter la taille du fibrome parce que pendant la grossesse, il y a une sécrétion très importante hormonale, aussi bien oestrogène que progestérone. Et comme on sait que le fibrome a des récepteurs, donc c'est normal qu'on puisse avoir une augmentation du fibrome. Et à côté, vous avez la nécrobiose, qui est une compétition, en fait, entre l'irrigation. Le placenta va prendre une partie et qui va être détournée de l'axe vasculaire du fibrome, ce qui explique la fréquence de la nécrobiose aseptique. Et le fibrome a tendance à être augmenté de volume pendant la grossesse. Il y a peut-être une question encore. Non. Non. Qu'est-ce que nous faisons, Étienne? Le professeur Mbengue est là, parce que j'ai appris Oui. qu'il avait des difficultés à se joindre à nous. Il est là? Il est là. Est-ce qu'il peut, parce que lui, normalement, qui doit nous prononcer la deuxième conférence sur les aspects imagerie et surtout, nous parler de l'expérience de l'embolisation qui commence à prendre de l'essor en Afrique. Il n'y a pas dans les participants. Quelqu'un l'a vu? Je ne l'ai pas sur ma liste, hein, je ne sais pas. Il n'est pas. Donc, il n'est pas là. On m'avait signalé tout à l'heure qu'il serait là. Bon, de toute façon, on peut alors. Allô? En attendant, peut-être passer à Bouguizane, voilà. Donc, lui, il pourrait prendre la dernière communication. Alors, le professeur Sassi Bouguizane, c'est un grand honneur, une grande amitié pour moi, et c'est un grand honneur de l'introduire dans ce webinaire. Il nous vient de Tunisie, il nous vient de Sousse. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci d'éteindre vos micros. Il nous vient de Sousse, en Tunisie. Il est professeur de gynécologie obstétrique, directeur du CEC de chirurgie endoscopique en gynécologie à la faculté de Sousse, pardon. Il est aussi paste-président du Collège national tunisien de gynécologie obstétrique. Il est paste-président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique et de la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique. Le professeur Sassi Bouguizane va nous parler du traitement chirurgical des fibromes. Sassi, à toi la parole. Merci Raymond. Est-ce que vous avez ma présentation? Pas encore. Pas encore. Il faut partager. C'est bon, il reste à mettre en plein écran. C'est bon. Est-ce que vous l'avez maintenant? C'est bon. Donc, permettez-moi, merci Raymond pour cette présentation. Permettez-moi de remercier le professeur Cheikh Cissé pour cette présentation. C'est un grand honneur pour moi de partager un peu notre expérience tunisienne en matière de la gestion du fibrome utérin.
Donc, je vais répéter un peu ce qu'a dit le professeur. C'est une tumeur bénigne, mais c'est surtout la tumeur la plus fréquente de la femme. Dans l'espèce humaine, on n'a pas de tumeur qui a une fréquence semblable, qui oscille entre 20 et 50% chez la femme de plus de 30 ans. Chez la femme, chez notre femme, chez la femme africaine, elle est même, le professeur l'a dit, 3 fois plus fréquente. La prévalence des fibromes utérins augmente avec l'âge et on a remarqué même dans des séries que on trouve de 70% de fibromes sur des pièces d'hystérectomie, c'est dire l'importance de cette pathologie. Alors, je vais commencer un peu de citer quelques caractéristiques qui vont nous intéresser, nous, en pathologie chirurgicale. La première caractéristique, c'est une tumeur hormonodépendante qui est extrêmement importante, nous, pour chirurgie. On va pouvoir céder des hormones pour diminuer la taille de fibrome. Deuxièmement, et une remarque extrêmement importante sur laquelle je vais passer plusieurs fois, donc le fibrome utérin est entouré par une pseudocapsule. Cette pseudocapsule est faite par une couche neurofibrovasculaire et elle est extrêmement importante pour la vascularisation du myome. Donc, ce qui fait que c'est l'intervention myomectomie, l'intervention qui vise à enlever le myome, est assez souvent une intervention hémorragique. Donc, autre élément très important, c'est qu'il y a un grand polymorphisme anatomoclinique. J'ai mis ces deux photos à côté. Les deux sont deux fibromes utérins, mais ces deux fibromes utérins n'ont ni les mêmes dimensions, ni la même symptomatologie clinique, ni le même traitement. Donc, lorsqu'on veut prendre en charge un myome utérin, avant toute chose, il faut classifier ce myome. Et donc, cette classification doit se faire dans plusieurs plans. La première classification, sur le plan longitudinal, il faut déterminer la taille du fibrome et dire si c'est un fibrome cervical, ismique, corporeal ou phandique. Mais la classification sur le plan antéro-postérieur, elle est extrêmement importante, surtout sur le plan chirurgical. Il faut, avant d'entrer en bloc opératoire, déterminer si le fibrome est antérieur, postérieur, dans ce cas, il y a un risque hémorragique très important, ou bien latéral, et dans ce cas-là, il peut avoir un risque hémorragique. Cette classification doit se faire aussi selon les différents parois de l'utérus, si le fibrome il est intracavitaire, sous-muqueux ou sous-séreux. Et on a ici la classification du FIGO qui nous facilite la tâche et qui va diviser les fibromes en 8 classes. Donc, il y a 3 classes de sous-muqueux, 2 classes de fibromes intramuraux et 3 sous-séreux et une classe où on va mettre tous les fibromes parasites. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est qu'avant de décider quoi que ce soit, toute prise en charge thérapeutique du fibrome, il faut quantifier et qualifier les fibromes. Donc, pour chaque dame, il faut noter le nombre de fibromes. Et pour chaque fibrome, il faut déterminer sa taille et les localisations, les 3 types de localisation par rapport au poids de l'utérus. Et ici, on a la classification FIGO 2011, sur le plan antéro-postérieur et par rapport aux différents segments de l'utérus. Par exemple, dans ce cas-là, c'est un fibrome qui fait à peu près 3 cm, qui est ismique, qui est postérieur et qui est type 2,5. Donc, ces différents éléments sont indispensables pour pouvoir établir une démarche thérapeutique. Bon, le but de cette classification, c'est d'arriver à la fin à avoir une représentation graphique, ce que les radiologues parlent d'une cartographie 3D. Donc, il faut que chacun de nous, avant d'envisager une prise en charge chirurgicale, ait cette représentation graphique. Donc, pour aboutir à cette représentation graphique, on dispose de plusieurs examens. Le premier examen, c'est le maître examen, c'est l'échographie pelvienne, surtout par voie vaginale. Elle est tellement importante que Michel Canis parle de toucher vaginal échographique. Donc, l'échographie va occuper une place importante dans cette cartographie. Parfois, elle est suffisante, mais dans d'autres fois, elle n'est pas suffisante, surtout dans les fibromes sous-muqueux, et il faut savoir céder par l'hystérosonographie, qui est un examen extrêmement important dans les myomes sous-muqueux. Dans d'autres fois, la cartographie ne peut être obtenue grâce à la simple échographie, et c'est une bonne indication à l'IRM. Je suis du même avis du professeur, on n'est pas dans nos conditions, on ne peut pas généraliser l'IRM en pré-thérapeutique. Donc, on va passer, je vais diviser ma communication en plusieurs questions. La première question, faut-il opérer les myomes asymptomatiques? Les myomes asymptomatiques représentent une part très importante, à peu près les 2/3 de l'ensemble des myomes. Donc, le myome asymptomatique, si l'absence thérapeutique, il ne faut pas les toucher. Sauf dans un contexte d'infertilité, on va revenir. Maintenant, on va aborder le thème des myomes symptomatiques, qu'il faut traiter, bien sûr.
Le traitement peut être de façon médicale et on a entendu la brillante communication du professeur Cissé nous parler de toutes ces espèces de traitement médical. Ça peut être la radiologie interventionnelle, mais ça peut être aussi la chirurgie. Donc, la décision doit être prise en fonction de plusieurs facteurs, l'âge de la patiente, mais surtout la symptomatologie, extrêmement important. Il faut savoir qu'on traite les patientes, la symptomatologie des patientes, et non, on ne traite pas les examens complémentaires, ni l'échographie, ni l'IRM. Son désir de grossesse, le nombre de sièges du myome, les comorbidités, les terrains, et on peut encore prendre en considération les difficultés opératoires qu'on peut avoir. Donc, il y a certaines situations où on est amené à faire un traitement chirurgical d'emblée. La première situation, c'est lorsqu'on a une torsion de fibrome. Sur le plan clinique, c'est la même symptomatologie qu'une torsion d'annexe. C'est une douleur aiguë et brutale qui survient chez une femme en âge d'activité génitale qui est connue porteuse de fibrome et qui est parfois en attente de chirurgie. Donc, c'est une chirurgicale, il faut aller directement faire la myomectomie. C'est une myomectomie facile parce que ce sont assez souvent des myomes pédiculaires. La deuxième urgence où on est amené à opérer en urgence, c'est lorsqu'il y a un hémopéritoine, c'est le diagnostic clinique, c'est un diagnostic celui d'un hémopéritoine géant, et à l'intervention, c'est un diagnostic opératoire, on se trouve avec un gros fibrome parfois, avec des gros vaisseaux qui saignent, et c'est un diagnostic qu'il ne faut pas oublier, c'est un diagnostic opératoire, il est extrêmement difficile de le faire en préopératoire. Dans une autre situation, c'est plutôt c'est une urgence médico-chirurgicale. C'est le cas des femmes qui se présentent, elles sont extrêmement fréquentes en Afrique, avec une anémie sévère en rapport avec des saignements utérins anormaux. Le diagnostic, assez souvent, c'est un gros myome intracavitaire. Assez souvent, il y a un désir d'infertilité. Et dans ce cas-là, il faut céder par les agonistes de la GnRH pour arrêter le saignement et procéder par la suite à un traitement chirurgical. Maintenant, si on s'est entendu pour le traitement chirurgical, il y a deux modalités thérapeutiques. Il y a le traitement conservateur, où on va conserver l'utérus, et le traitement radical, l'hystérectomie. La décision va être prise en fonction de l'âge de la patiente, son désir de grossesse, le désir de la patiente de conserver son utérus, et ça c'est un désir très important au Maghreb où les femmes veulent conserver l'utérus, et les comorbidités et le terrain. En gros, on va réserver pour le myome sous-muqueux, le traitement par hystéroscopie et pour les autres myomes, le traitement par voie haute, célioscopie, laparotomie ou par voie vaginale. Donc, on va commencer par le traitement par hystéroscopie. Il est réservé, selon toutes les recommandations, aux fibromes sous-muqueux saignants qui ont une taille inférieure à 4-5 cm, ça dépend des recommandations, et il faut que le nombre de fibromes soit peu important. Donc, les précautions préopératoires qu'il faut prendre dans ce cas-là. La première précaution, la supplémentation en fer, c'est un sang des fibromes qui vont faire saigner la femme. Donc, l'anémie est fréquemment rencontrée. La gestion de l'anémie est indispensable en préopératoire et le fer est un élément et la supplémentation logique. Deuxième précaution opératoire que certaines sociétés recommandent, nous on n'utilise pas, c'est l'utilisation de misoprostol donc en préopératoire pour faciliter du corps. Sinon, il y a beaucoup d'interventions décrites par voie hystéroscopique. La plus recommandée, la plus décrite, est la myomectomie hystéroscopique avec l'hystéroscope. Mais sachez maintenant qu'il y a d'autres techniques telles que la morcellation, la technique à la boucle froide et l'ablation au laser. Donc, on vous montre un peu la technique classique, la technique au résectoscope. Donc, c'est une technique extrêmement facile. Donc, classiquement, c'est l'énergie monopolaire. Donc, on va utiliser une anse au courant monopolaire. Donc, l'anse, elle est placée derrière le myome et ce sont des résections qu'on fait d'arrière en avant. Donc, on commence par la ligne médiane, puis on va raser le myome jusqu'à arriver à la capsule. On voit ici la capsule en arrière, la capsule du myome. À ce moment-là, il faut se limiter à la partie intracapsulaire. C'est une intervention relativement facile qui ne pose aucun problème. Les complications de cette intervention sont d'ordre hémorragique
Parfois, c'est la perforation, d'autres fois, c'est la fausse route, mais la complication majeure, c'est le risque de complications métaboliques, c'est le TREP syndrome, c'est le passage du glucocol, parce que avec l'énergie monopolaire, on peut utiliser que le glucocol dans la circulation générale. Donc, il est indispensable d'utiliser une pompe d'irrigation-aspiration. Il faut maintenir la pression inférieure à la pression sanguine de la femme, habituellement à l'ordre de 150 ml de recul. Le débit doit être faible. La durée de l'intervention doit être limitée, pas plus de 45 minutes. La quantité de glucocol limitée à 6 litres. Et il faut faire un monitorage continu, entrée-sortie. Il ne faut pas que les déperditions en glucocol dépassent 500 cc. Il faut avoir un ionogramme sanguin facile en cas de doute. Et surtout, ces interventions gagnent à être effectuées sous anesthésie générale pour déceler le moindre signe, le premier signe d'œdème cérébral. Maintenant, la nouveauté en matière d'hystéroscopie, c'est l'apparition de l'énergie bipolaire qu'on va utiliser avec maintenant le sérum physio et on va éliminer toutes les complications que je viens de citer. Donc, je pense que c'est une avancée très, très importante qu'utiliser l'énergie bipolaire qui va nous permettre d'utiliser le sérum physiologie. Donc, il n'y a pas d'effet de syndrome de Trump syndrome. Donc, ça va nous faciliter d'avoir des patients à température plus importante, des durées opératoires plus importantes et peut-être on abordera du fibrome de taille plus importante. Sinon, la deuxième nouveauté en matière d'hystéroscopie opératoire, c'est l'introduction des morcellateurs utérins, mais actuellement, ces morcellateurs ne sont réservés que pour les petits fibromes. Donc, une remarque importante, la pression intra-utérine va déterminer un peu l'aspect du fibrome. Regardez, comme dans ce cas-là, si on augmente la pression, on peut transformer, de façon virtuelle bien sûr, un fibrome type 2 en un fibrome type 3. Regardez comment le fibrome il est repoussé. Il ne faut pas augmenter de façon très importante la pression dans la cavité utérine au risque de voir le fibrome s'affaisser et rendre l'hystéroscopie la myomectomie hystéroscopique difficile. Maintenant, si on a un myome responsable de métrorragie, la myomectomie hystéroscopique est largement suffisante. Maintenant, sachez que si on a un myome de type 3 ou plus, la myomectomie n'aura pas d'effet sur l'immunologie. Et dans ce cas-là, il est indispensable de compléter, d'ajouter un autre traitement. Ça peut être, comme l'a dit le professeur, le duo portatif, mais ça peut être aussi la destruction ou la résection de l'endomètre. La cure chirurgicale des myomes type 3, 4 et ainsi de suite n'améliore pas la pathologie endométriale. Maintenant, passer aux deuxième version, les myomectomies qu'on va faire par voie haute, c'est-à-dire ciliolaparotomie. Donc, sur le plan chirurgical, il faut penser avant de commencer à une technique qui va réduire les pertes sanguines. Je viens de le dire, dans une série africaine, 35% des patients sont anémiques après l'intervention. La myomectomie se fait idéalement sur la ligne médiane ou de façon élective sur le myome. Il faut faire le minimum d'incision sur l'utérus. Il faut passer dans la capsule, et je vais revenir sur ce concept-là, et il faut fermer sur plusieurs plans. Il ne faut pas qu'il y ait une solution de continuité. Donc, la myomectomie se fait de préférence l'incision sur la ligne médiane. C'est au niveau de la ligne médiane qu'il y a le moins de vascularisation au niveau de l'utérus, sinon de façon élective. Il faut passer dans la capsule du myome, et sur la capsule, on va la voir sur des images cystoscopiques, la capsule, elle n'est pas très épaisse, elle a entre 1 et 3 mm, c'est pour cela que la voie cystoscopique est intéressante. Maintenant, une fois qu'on a fait la myomectomie, il faut fermer en plusieurs plans pour qu'il n'y ait pas d'infection post-opératoire. Faut-il faire la cystoscopie ou la laparotomie? Donc, il y a beaucoup d'études dans la littérature où on trouve l'avantage de la cystoscopie, qui est des pertes sanguines moins importantes, des douleurs post-opératoires, moins de fièvre post-opératoire et d'une durée de convalescence plus courte. Par contre, aucune différence sur le taux de récidive des myomes ni sur le taux de grossesse. Donc, la cystoscopie est réservée habituellement, selon les données de la littérature, aux fibromes de type 3 à 7. Il faut qu'il y ait un fibrome qui n'est pas très important. Dans la littérature, on limite un peu au fibrome à taille entre 9 et 10 cm et il ne faut pas qu'il y ait plus de 4 fibromes et la somme
des dimensions de ces fibromes-là, il ne faut pas que ça dépasse 13 cm. Donc, le gros problème lorsqu'on fait la myomectomie cystoscopique, c'est l'extraction des pièces opératoires. On arrive à les enlever, mais le problème, c'est l'extraction. Donc, habituellement, dans le pays développé, il y a les morcellateurs. Mais les morcellateurs ne sont pas dénués de complications iatrogènes traumatiques, mais surtout, il suffit partie du myome qui passe dans la cavité abdominale pour qu'on ait une pathologie iatrogène extrêmement dangereuse. Dans notre département, on a opté de plusieurs années pour la colpotomie postérieure. Donc, la colpotomie postérieure est une technique très intéressante, je pense, pour nous, le pays africain. Donc, par cilioscopie, on fait bomber le cul-de-sac de glace grâce à une compresse introduite dans le vagin grâce à une pince plate. Donc, ici, nos limites sont les utérosacrés de deux parties. Il n'y a aucun élément noble ici. L'urtère passe en dehors du utérosacré et le rectum est loin. On faisait une incision longitudinale, mais maintenant on a changé, on fait plutôt une incision transversale. Ça permet d'avoir une longueur d'ouverture plus importante. Une fois qu'on a vu maintenant la compresse, on va introduire une pince, ça peut être une pince de laparotomie ou une pince de cystoscopie dans la cavité abdominale via le vagin, et on va tracter sur le fil de sac endoscopique dans lequel nous, on a mis les fibromes. Regardez, on va introduire par le voie vaginale une pince, et dans ce cas-là, c'est une pince de cystoscopie, ça peut être une petite bangolia, une pince de laparotomie. On va tracter sur le fil du sac endoscopique qui contient la pièce opératoire, ou les fibromes, ça peut être une annexe aussi, et on va tracter vers le vagin. Et on va disséquer les fibromes dans le vagin, et on peut sortir par cette voie des fibromes qui parfois de taille importante. Donc, on est en train de tracter sur la masse. En fin d'intervention, on fait une petite au niveau du cul-de-sac de glace. Et cette voie-là permet l'exérèse de formation chirurgicale très importante. Elle est utilisée aussi bien en gynécologie, mais aussi en urologie pour les reins et même en chirurgie digestive. Donc, c'était ce qu'on pensait un peu de la bosse cystoscopique. Maintenant, en Afrique, la laparotomie est la voie dominante parce que assez souvent, les fibromes sont multiples et la taille est importante. Donc, il faut favoriser l'incision de pharyngite autant que possible et réserver la voie médiane que pour les gros fibromes qui vont dépasser un peu la région sus-ombilicale. J'ai vu un peu la littérature pour voir est-ce qu'il y a une place pour la voie vaginale, et j'ai trouvé ce très beau article de nos amis algérois qui ont décrit sur une série de 50 patientes la myomectomie par voie vaginale. Ils ont démontré non seulement qu'elle est réalisable avec un taux de conversion en laparotomie minime, mais surtout que le risque adhérentiel est important sur la ligne médiane, mais minime au niveau des annexes, ce qui est extrêmement important. Et leur conclusion, c'est que d'autres essais sont indispensables pour élargir cette indication. Maintenant, je parlais tout à l'heure, je disais que le fibrome, la myomectomie, c'est une intervention extrêmement hémorragique. Et nous, les Africains, on est habitués à ces fibromes-là, et notre hantise, c'est l'hémorragie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour diminuer le risque hémorragique? J'ai fait un peu une revue de la littérature, j'ai trouvé cet excellent article où l'auteur il traite un peu de l'évolution de la myomectomie, de la laparotomie à la chirurgie mini-invasive. Et dans cet article-là, il mentionne que la première myomectomie a été effectuée en 1845 par un Américain, le docteur Alty, et dans la série de 14 patientes qu'il a traitées par myomectomie, il y avait 5 décès. Donc, cette hantise-là, elle est très ancienne. D'ailleurs, je vous montre un peu le schéma, j'ai trouvé ça fabuleux. Ce schéma du clan de Lise Mitterrand, il était fabriqué en 1922. J'ai ici une série nigérienne de myomectomie, et regardez dans cette série-là, il y a 35% d'anémie post-opératoire. On retrouve un peu ce qu'on est en train de voir tous les jours.
Donc, la question, c'est comment réduire, comment faire pour réduire le risque de saignement. Eh bien, la première chose, c'est une bonne technique chirurgicale. Donc, on croyait, nous, avant, que chaque myome avait un pédicule vasculaire. Il suffisait à la fin de faire l'hémostase du pédicule vasculaire. Les études récentes montraient que ce n'est pas vrai et que chaque fibrome est entouré par une pseudocapsule. Cette pseudocapsule, c'est une capsule fibro-neuro, mais surtout vasculaire. C'est elle qui va vasculariser le fibrome. Et si on veut avoir une myomectomie sans saignement, il faut que la myomectomie se fait à l'intérieur de la capsule. Le fait de se tromper et faire une myomectomie extravasculaire est la source de l'hémorragie qu'on voit au cours de myomectomie. Donc, la clé d'une myomectomie non hémorragique est de rester sous la capsule lors de nucléation de fibrome. Tout à l'heure, mon ami a posé la question suivante. Pourquoi alors, lorsqu'on donne les agonus de la GnRH, pourquoi le saignement est important? Tout simplement, lorsqu'on donne l'anatomie de la H, on réduit cette capsule vasculaire. Donc, cette capsule-là devient adhérente au myome. Il n'y a plus de fente avasculaire entre le myome et la capsule, ce qui fait que les myomectomies après agonie de GnRH sont plus hémorragiques que sur les utérus. Deuxième façon de voir les choses, est-ce qu'il y a des précautions qu'on peut prendre pour diminuer l'hémorragie? Donc, on peut s'aider par les agonistes de la GnRH pour réduire le taille de fibrome, mais ça aggrave un peu le plan de clivage entre le myome et le muscle utérin. Maintenant, en péropératoire, certains auteurs vont s'aider par des techniques chimiques ou mécaniques. Les options chimiques sont les suivantes. Il y a des auteurs qui utilisent, nous on utilise beaucoup, l'hypocitocique, l'acide tranexamique, ou bien des agents vasoconstricteurs tels que le vasopressine. Il faut savoir que les preuves d'efficacité de ces techniques, les épreuves sont de qualité faible à modérée. Et surtout, la vasopressine, elle peut être extrêmement dangereuse et sa durée d'action est limitée à 20 minutes. Maintenant, sur le plan mécanique, donc, le premier réflexe, nous, en Afrique, lorsqu'on a un myome, se mettre un garrot. Dans notre service, on utilise une sonde vésicale, un garrot au niveau de l'isthme-utérin et d'enlever le garrot qu'à la fin de l'intervention. Et on a obtenu pas mal de fois des myomectomies avasculaires. Donc, sinon, on peut utiliser les tirettes. Donc, les tirettes sont beaucoup utilisées en chirurgie digestive pour faire l'hémostase du pédicule hépatique. Sinon, de plus en plus, les auteurs proposent la fermeture chirurgicale, qui soit temporaire ou définitive des artères utérines. Cette fermeture se fait par voie cystoscopique. Donc, on peut avoir la voie antérieure ou voie postérieure ou la voie latérale. Donc, la voie antérieure, c'est lorsqu'on va métalliser l'artère utérine au niveau du utérin. La voie latérale, c'est la voie qu'on utilise tout le temps pour faire le curage iliaque. La voie postérieure, c'est une voie directe. On va viser l'artère pour trouver l'artère utérine. Donc, il y a beaucoup de techniques qui sont décrites. On peut faire une ligature ou mettre des clips ou coaguler l'artère utérine. La ligature peut être définitive ou temporaire. Il y a beaucoup de nœuds qui sont décrits dans la littérature pour pouvoir les enlever facilement en fin d'intervention. Le clip aussi peut être définitif ou temporaire. La coagulation sans section ou coagulation. Nous, dans notre service, on est fidèles. Donc, dans la littérature, il y a pas mal d'études et toutes ces études ont montré qu'il y a un gain, il y a une réduction significative des berges sanguines, mais il n'y a aucune étude qui compare ces méthodes-là chirurgicales, cystoscopiques, aux anciennes méthodes, c'est-à-dire le colombage, par exemple, grâce à la sonde vésicale. Dans notre département, on fait cette ligature vasculaire chaque fois qu'il y a un risque hémorragique important. On est fidèle à la voie latérale. On voit ici à gauche l'artère, on voit à gauche l'artère ici. On voit ici l'artère iliaque commune, puis iliaque. Donc ici l'artère, on le voit à à gauche. Et on voit l'artère utérine ici, qu'on peut coaguler ou faire de ligature. Nous faisons assez souvent une coagulation définitive chez les femmes qui n'ont pas de désir de fertilité. Donc l'intervention n'est pas très difficile. Maintenant, on a terminé avec le traitement chirurgical conservateur. Quel traitement radical? Quelle hystérectomie pour le myome utérin? En absence de désir de grossesse, l'hystérectomie est le traitement le plus efficace du myome symptomatique. Nous préconisons l'hystérectomie subtotale sous réserve de la possibilité d'une surveillance ultérieure par défrottie
cervico-utérin. L'aide opératoire, elle est connue, l'intervention, elle est moins délabrante que la myomectomie. Donc, la revue de littérature montre qu'en cas de myome utérin, en cas de pathologie bénigne, la préférence est à la voie vaginale. Si la voie royale, on doit se demander chaque fois qu'on a une hystérectomie à faire, est-ce qu'elle est faisable par voie vaginale? Si c'est possible, la question suivante, est-elle faisable par voie cystoscopique? Et désormais, la laparotomie doit être la dernière. Elle ne doit survivre que des contre-indications de la voie vaginale ou de la voie cystoscopique. Eh bien, les avantages de l'hystérectomie cystoscopique ne sont plus à démontrer par rapport à la laparotomie. Le seul inconvénient, c'est qu'on est limité assez souvent par le volume des myomes utérins. Donc maintenant, quelles sont les caractéristiques de l'hystérectomie cystoscopique en cas de myome? La première caractéristique, on a souvent affaire à des utérus gros. Donc, on a de gros problèmes à aborder les annexes pédicules utérins. Donc, il faut rendre l'utérus plus petit. À défaut de le rendre plus petit de façon naturelle, on va le rendre de façon virtuelle. Donc, on va repousser tout les trocars en haut et le trocar, le premier trocar, on ne va pas le mettre au niveau de l'ombilic, mais on le met de façon systématique au niveau de l'hypochondre gauche et on va avoir une bonne vision du pelvis. Deuxième précaution, l'utérus gros va nous poser de gros problèmes pour mobiliser l'utérus, donc l'utilisation de canulature utérine est indispensable. Troisième précaution, mais extrêmement importante, c'est elle qui va faire le succès de la myomectomie, de l'hystérectomie cystoscopique en cas de gros myome. Il faut travailler dans des mini-champs opératoires. Ici, par exemple, on a besoin de traiter l'annexe. On va travailler au niveau de l'annexe. Il ne faut pas essayer d'avoir des visions globales. Il faut travailler ce qu'on appelle dans des mini-champs opératoires. Deuxième, dernière astuce, les pédicules utérins sont parfois accessibles, donc il ne faut pas hésiter dans ces cas-là de faire ce qu'on a fait tout à l'heure et ligaturer les artères utérines à leur origine. Maintenant, abordons le chapitre très intéressant, myomectomie et infertilité. Donc, professeur Cissé nous a dit que les myomes en Afrique sont très fréquents et apparaissent chez la femme jeune et assez souvent, il y a ce double problème, infertilité et myome. Il faut dire que les décisions sont les mêmes à peu près. Les décisions chirurgicales dépendent des symptômes, des caractéristiques des fibromes, des caractéristiques des patientes, mais surtout en cas de fertilité, du parcours que la femme a en fertilité et si elle est déjà en cycle de PMA ou non. En gros, et selon les dernières recommandations, c'est un article qui est apparu le 16 février 2024, donc je vais suivre un peu les recommandations de cet article-là sur la myomectomie chez les femmes infertiles. Eh bien, je vais commencer par les fibromes sous-séreux et j'étais ébloui tout à l'heure lorsque le professeur Cissé disait il n'y a aucun traitement médical pour les fibromes sous-séreux. Donc, tous les fibromes sous-séreux, tous les fibromes sous-muqueux doivent être enlevés par stéroscopie chez les femmes souhaitant la conception, même s'ils n'ont pas d'antécédent d'infertilité. Deuxièmement, pour les fibromes intramuraux, ça c'est plus compliqué. Il est compliqué de conseiller quoi que ce soit à ces femmes-là parce qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature. Les seules recommandations qu'on a trouvées, c'est que pour les fibromes dans la taille supérieure à 5 cm, pour les femmes ayant des échecs tentatives de transfert d'embryon ou de fausse couche, peut-être ils vont mieux enlever le fibrome. Mais il n'y a aucune recommandation sur les fibromes intramuraux en cas d'infertilité. Maintenant, pour les fibromes sous-séreux, tout le monde s'accorde qu'il n'y a aucune relation entre les fibromes sous-séreux et l'infertilité, mais certaines recommandations recommandent de les enlever en cas de FIV ou en cas de fausse couche à répétition. Maintenant, lorsqu'on parle d'infertilité, on craint un peu la myomectomie parce qu'elle est source d'adhérence. Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir les adhérences lors de la myomectomie? On va commencer par la myomectomie par voie haute, que ce soit la laparotomie ou cystoscopie, puis on va aborder le chapitre de la prévention des adhérences lorsqu'on fait une myomectomie hystéroscopique. On va commencer par la myomectomie par voie haute. Et lorsque j'ai vu la littérature, la meilleure façon d'éviter les adhérences, c'est une technique chirurgicale minutieuse. Une technique chirurgicale minutieuse est de la plus haute importance. Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait un sang résiduel. Et j'ai trouvé cet article-là très intéressant, où les auteurs
rincent la cavité abdominale en fin d'intervention avec de l'angélactate, avec l'héparine. Il y a un souci très important pour enlever tous les caillots de sang en fin d'intervention, sont les caillots de sang qui vont être à l'origine de fibrine et par la suite d'adhérence. Deuxième élément très important, lorsqu'on aborde ce chapitre myomectomie, les sutures doivent être appropriées dans ce cas-là. Donc, la qualité de suture va dépendre du nombre d'adhérences. Sinon, les barrières qui sont les techniques de barrière, que ce soit mécaniques ou flottaisantes, sont des techniques qui sont efficaces sur le plan réduction des adhérences, mais ils n'ont aucun effet sur la fertilité. Autrement dit, leur effet n'est pas important pour qu'ils puissent refléter sur la fertilité. Maintenant, l'avenir est une idée très chère à Michel Canis. Nous pensons qu'en l'avenir, pour les myomectomies qu'on fait par la paroscopie et pour toute la chirurgie qu'on fait par l'infertilité, il faut qu'il y ait un autre gaz qui va aider le chirurgien parce que le CO2 va assécher le péritoine et va être source d'adhérence. Donc, certains auteurs proposent d'ajouter un peu d'oxygène, un peu d'oxyde nitreux. L'idée, c'est la suivante. L'idée, actuellement, sur le jour, on fait toute la chirurgie avec le même gaz, ce qui n'est pas normal. Il faut qu'il y ait, par exemple, pour la chirurgie carcinologique, on va utiliser un gaz qui est, par exemple, toxique pour les cellules tumorales et on va commencer le traitement dès le début de la cystoscopie. Pour les cystoscopies ou l'infertilité, il faut utiliser un autre gaz qui ne va pas assécher, mais ça, c'est l'avenir, je pense. Maintenant, en hystéroscopie, il n'y a aucune méthode qui est prouvée qui va diminuer les synéchies. La seule recommandation qu'on va trouver dans tous les manuels, c'est une hystéroscopie de contrôle qu'on fera, une hystéroscopie, office hystéroscopie, qu'on fera 6 semaines après l'hystéroscopie initiale. Maintenant, permettez-moi de parler un peu du fibrome atypique parce qu'on n'a parlé que de fibrome normaux, entre guillemets. Il y a des fibromes atypiques qui posent un problème. Je vais commencer par ce cas exceptionnel de fibrome au niveau de la niche de césarienne. Donc, vous voyez à gauche l'image du l'IRM. Donc, c'est un fibrome qu'on a abordé par l'hystéroscopie, qu'on a tracté par un fil et on a trouvé toute la niche qui est ouverte et on était obligé de suturer la niche pour pouvoir fermer l'utérus. Deuxième cas, les fibromes de ligament large qui peuvent poser, nous, sur le plan chirurgical, de gros problèmes. Donc, il faut être extrêmement prudent parce que, regardez, on est au niveau de ligament large, on a ouvert le fait antérieur et ce sont des fibromes qui nous posent parfois des problèmes vu leur proximité avec l'artère et les gros vaisseaux. Donc, on est extrêmement prudent, on reste à côté de fibromes, dans la capsule de fibromes et assez souvent, ça se passe bien. Il faut dire que ces fibromes sont plus faciles à enlever par la cystoscopie que par la laparotomie. Donc, fibrome de Lucas-Moron, on a vu pas mal. C'est juste pour dire que ça existe, un fibrome qui se situe au niveau de l'orifice profond du canal inguinal. Donc, l'émergence du ligament, c'est un fibrome qui est tordu, qui prend son origine au niveau du ligament. Fibrome de l'utéro-ovarien pour dire qu'on peut avoir des fibromes partout. Maintenant, quelles sont les innovations en matière de chirurgie du myométurin? Premièrement, je vais parler de la chirurgie robot assistée. Et j'ai trouvé cette excellente revue de la littérature qui date du 16 janvier 2024. Dans cette revue, ils ont comparé la cystoscopie conventionnelle à la cystoscopie assistée par le robot. Et les conclusions sont très intéressantes dans le sens qu'il n'y a pas de différence significative en termes de résultats cliniques, ni de complications, ni de conversion en laparotomie. Donc, je peux dire, je peux même élargir, il n'y a pas de complications validées du robot chirurgical pour toute la chirurgie gynécologique. Maintenant, l'avancée la très importante, je pense, je sais que je suis en train de répéter, c'est la notion de cette pseudo-capsule de myome. On croyait avant qu'il y avait une artère nourricière de fibrome. Donc, maintenant, tout le monde s'accorde que c'est une entité chirurgicale autonome, qui est un réseau vasculaire, qui est riche en neurotransmetteurs. Et le fait de passer dans ce réseau-là et faire le myomectomie dans le vaisseau permet d'avoir moins de saignement et surtout va épargner
tous les faisceaux neurovasculaires. Donc, on va avoir une meilleure cicatrisation de l'utérine, ce qui permet d'avoir le maintien de l'intégrité du myomètre et améliorer le résultat en matière de reproduction, y compris pendant le travail. Troisième nouveauté, l'apparition de la radiofréquence laparoscopique et cervicale. Et selon les études les plus récentes, ces deux approches ont un impact positif sur la diminution de la taille de l'utérine, sur la qualité de vie, sur le suivi de grossesse sans complications, mais ce jour le jour, ils n'ont pas été encore approuvés par la Food and Drug Administration. Donc, attendons un peu pour que les choses s'éclaircissent. Donc, pour conclure, les fibromes utérins, c'est la première pathologie bénigne de la femme. Donc, il faut qu'on ait une rigueur très importante des indications chirurgicales. Il ne faut pas élargir les indications chirurgicales. Deuxièmement, le choix de la technique chirurgicale doit tenir compte de cas cliniques de la patiente, essentiellement sa plainte. Je répète encore une fois, on traite des patients et non des IRM, des échographies, de la cartographie des myomes, de l'environnement opératoire, et je suis totalement d'accord avec le professeur Cissé, chaque environnement opératoire a ses propres interventions et surtout l'expérience de l'opérateur. Donc, la meilleure intervention, c'est l'intervention qu'on connaît le plus. Et je vous remercie. Merci infiniment, professeur Sassi Bourizane de Sousse en Tunisie. Présentation très claire, très argumentée et exhaustive. Merci beaucoup. Nous allons rentrer dans les questions, je pense, et il y en aura certainement. Je ne sais pas si Étienne a quelque chose sur le chat. Et s'il y a des questions, vous pouvez lever la main par la main, la petite main. Yolande. Oui, je suis là. Je suis là. Oui, Yolande. Une question. Oui, en tout cas, merci beaucoup, professeur Bourizane. La présentation a été très claire et j'ai eu des réponses à des préoccupations. Mais j'aimerais savoir, parce que j'ai entendu misoprostol 12 à 12 heures, à 18 heures plutôt, avant l'intervention. Je pose la question pourquoi. Et pourquoi ainsi longtemps déjà, sachant que le misoprostol a une durée, une demi-vie très très courte, enfin relativement courte, moins d'une heure. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous l'avez dit, je l'avais posée avant que vous n'en parliez, c'était le tourniquet avec la sonde de Foley. Nous l'utilisons également et nous avons eu beaucoup de meilleurs résultats. Et j'aimerais savoir si vous aussi là-bas, vous faites, avant la levée du garrot, enfin de ce garrot, est-ce que vous faites l'injection de l'acide tranexamique ou pas, et de l'ocytocin ou pas? Et pour finir, j'ai eu aussi une bonne réponse par rapport à la capsule neurovasculaire. Donc, j'avais la même idée qu'il y avait juste un vaisseau qui drainait le myome et qu'il suffisait d'enlever, de le retrouver, de fermer. Mais à la fin, on avait un saignement important autour de tous les sites de l'incision, quoi. Donc, j'ai eu une bonne réponse et ma préoccupation donc, est résolue. Et voilà. Et puis, je n'ai pas beaucoup entendu de deux présentations des éléments sur l'embolisation utérine des myomes. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il y a encore de la place pour? Voilà, ce sont mes préoccupations. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces questions. Donc, la pause, je peux répondre, Raymond? Oui, ceci, oui. Oui, donc la première question à partir sur le tourniquet, donc nous utilisons systématiquement une sonde vésicale qu'on met au niveau de l'isthme utérin et nous enlevons la sonde vésicale qu'en fin d'intervention et on vérifie encore une fois l'hémostase. Donc c'est une pratique, disons, quasi systématique, une grosse sonde vésicale numéro 20 au niveau de l'isthme utérin. C'est une pratique systématique qu'on fait dans toutes les pathologies où on crée un saignement. On la met lorsqu'on fait les myomectomies, on la met dans les placentas lorsqu'on a une placenta prévia, les placenta accreta. Donc, systématique et sonde vésicale. Misoprostol, nous n'utilisons pas le misoprostol dans notre département, mais j'ai rapporté un peu la littérature.
L'hexacyle, bien sûr, de pratique courante. La capsule neurovasculaire, c'est une grande avancée et je pense, comme l'a dit le professeur Cissé, nous les Africains, nous devons travailler sur cette entité-là parce que je pense que l'avenir. L'embolisation, je ne saurais pas répondre parce que dans notre département, j'essaie personnellement de remplacer tout ce qui est embolisation par les ligatures vasculaires. C'est vrai, la première fois, c'est difficile, mais par la suite, on s'habitue. C'est extrêmement difficile. Notre attitude, notre philosophie dans notre département, on veut qu'on soit autonome. On ne veut pas dépendre, donc on remplace tout ce qui est radiologique parce que ce qui est chirurgical, c'est notre philosophie. C'est une philosophie, je pense, ça répond un peu à ce qu'a dit le professeur Cissé lorsqu'on a commencé. Alors, il y a un sujet sur lequel tu n'as pas répondu, c'est pourquoi le misoprostol 6 heures avant? Si. Je ne pourrais pas répondre. Je pourrais pas répondre. J'ai repris un peu la littérature. Habituellement, c'est moins que ça. Moins que ça, mais je ne pourrais pas répondre pourquoi j'ai dit 12 à 18 heures. J'ai repris un peu la littérature. Yolande, la réponse? Tu as toutes les réponses? Oui, j'ai toutes les réponses, mais bon, ce qui est vrai, c'est que peut-être qu'il a repris la littérature, mais est-ce que c'était par voie hystéroscopique pour pouvoir avoir une dilatation cervicale ou c'était pour avoir une tonicité de l'utérus? Bon, bref, j'aurais bien aimé avoir ces éléments, d'autant plus que dans notre service, nous, on le met 1h30 à 2 heures avant l'intervention et ça nous permet plutôt d'avoir un utérus assez bien tonique. Et puis, même quand on met notre garrot, parce que maintenant, c'est vraiment des pratiques courantes, obligées même d'ailleurs, et on a quand même de meilleurs résultats, d'autant plus qu'on a même réduit sensiblement la transfusion, alors vraiment très sensiblement. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous donner Raymond, je peux vous donner un complément de réponse. Une remarque, c'est Oui. possible. Raymond? Oui, ça si. Juste pour donner un complément de réponse. Oui, ça si. Non, ça si, Bouguizane. Juste pour donner un complément de réponse, le misoprostol, il est prescrit pour faciliter la dilatation du col. J'ai repris un peu la littérature, mais je ne suis pas convaincu. Ce qu'on fait et ce dont je suis convaincu, si on veut éviter les fausses couches, si on veut éviter les traumatismes, il faut commencer toujours l'hystéroscopie opératoire par une hystéroscopie diagnostique et une vagino-hystéroscopie sans mettre ni pince à col, ni spéculum, ni tracté sur le col. C'est ça qui fait les fausses couches. Donc, nous commençons toujours de façon systématique toutes nos hystéroscopies opératoires par une hystéroscopie diagnostique. Dans cette hystéroscopie diagnostique, bien qu'on va passer l'hystéroscopie opératoire, on ne met pas de spéculum, on ne tire pas sur le col, donc, et on va guider un peu, on va retrouver le chemin au niveau de la cavité utérine. Par la suite, lorsqu'on décide de faire l'hystéroscopie opératoire, à ce moment-là, on va mettre le spéculum, on va tracter du col et assez souvent, le trajet est déjà fait et la dilatation est extrêmement facile. Ce qui rend la dilatation hémorragique difficile, c'est de tracter sur le col et de faire des fausses couches. Donc, c'est ça ma pensée, mais comme elle n'est pas validée par la littérature, j'ai rapporté un peu la littérature. Je pense que la meilleure façon de mieux dilater le col, d'éviter les fausses couches, d'éviter le saignement, c'est de commencer par une vagino-hystéroscopie sans tracter encore une fois du col, sans mettre le spéculum. J'espère que j'ai répondu à votre question, chers collègues. Madeleine? Oui, merci au professeur Bouzigane. En fait, une remarque, je pense qu'il y a depuis un an, en association avec la FIGO, je pense que les promoteurs de l'appareil IFU, qui avaient fait une présentation là-dessus il y a un an lors du dernier congrès. Et vraiment, c'était, je veux dire, la présentation était vraiment épatante. Quand je vois effectivement, on a cette image comparative entre la chirurgie classique, la chirurgie classique, la célioscopie et le système IFU, mais vraiment, c'était donc sans cicatrice et tout, vraiment, ça nous a beaucoup épaté. Mais bon, je pense que vu le coût, je ne sais pas combien peut coûter un appareil, c'est sûr que c'est pas à la portée de nos pays, mais je veux dire, c'est une innovation. Peut-être que d'ici quelques années, cet appareil coûtera moins cher. Mais en tout cas, c'était vraiment la présentation qui a été faite là-dessus, sur ces ultrasons focalisés.
Hein, d'accord? Pareil fut, c'était vraiment, je veux dire, on est resté hein, sur notre faim. Mais bon, je pense que l'appareil doit coûter excessivement cher. Hein, d'accord? Et donc, bon, en parlant quand même des ultrasons focalisés, je pense qu'il faut quand même faire mention. On ne peut pas finir ces présentations sans en parler. Hein, d'accord? Et je pense qu'il y a des pays, surtout en Asie, effectivement, hein, qui font cette promotion. Mais est-ce que chez nous, en Afrique, est-ce que c'est possible au vu de la taille des fibromes, hein, les fibromes qui peuvent arriver à l'ombilic, c'est pas évident. D'accord? Donc, je pense que quand même, il faut qu'on fasse mention de cette innovation hein, qui va sûrement révolutionner plus tard hein, la chirurgie des fibromes. Voilà ce que donc, j'avais un peu à dire sur les ultrasons focalisés. Merci. Est-ce que je peux répondre, Raymond? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Notre nombre n'est pas important, donc je pense qu'on est presque dans une famille, donc je peux répondre clairement. Il faut distinguer un peu ce qui est scientifique, ce qui est commercial. La sonde vésicale n'a pas de promoteur. Hein. Vous ne trouverez pas dans la littérature des gens qui vont clamper par contre, ces techniques-là, extrêmement coûteuses, elles ont beaucoup de promoteurs d'erreurs. Je dis, laissons les choses décompter et vous allez voir que c'est un phénomène de mode qui va, avec le temps, regagner sa place normale. Ne croyez pas que ces techniques-là, innovantes, vont remplacer la chirurgie classique. Il faut qu'on apprenne à nos jeunes à bien opérer, chirurgie mini-invasive, traumatique, une bonne laparotomie est mieux qu'une cystoscopie hasardeuse. Apprenons à nos jeunes à être autonomes. Il ne faut pas trop rêver. Sont techniques qui n'ont pas encore montré leur efficacité. L'association américaine Food and Drug Administration n'a pas approuvé encore ces techniques-là. Je ne pense pas que ce sont des techniques d'avenir. Je pense que l'avenir nous appartient. Il faut qu'on apprenne à nos jeunes de bien opérer et bien maîtriser l'hémorragie. Et je pense que c'est ça qui est l'avenir. Je suis d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Oui, cher Tijane. Oui, merci. Je voulais féliciter mon ami professeur Bouguizane. Bon, comme à l'habitude, hein, il nous a gratifié d'une excellente présentation avec une iconographie d'excellente qualité. Hein. Alors, moi, je voulais lui poser deux questions. Bon, les suites opératoires, bon, c'est toujours une préoccupation. Mais j'ai l'impression que les gens se préoccupent de moins en moins parce qu'à l'époque, on avait toujours la hantise de la sidéchie utérine. Ce qui fait que parfois même, on préconisait de mettre un dispositif intra-utérin après l'intervention. Parfois même d'utiliser certaines thérapeutiques à base de colle, etc. parce qu'on craignait toujours, surtout s'il y avait une infraction muqueuse. Donc, qu'en est-il de son expérience? Ensuite, il y a la cicatrice utérine. Par exemple, on a de plus en plus de femmes qui font l'objet de myomectomie, qui contractent une grossesse et qui doivent accoucher. Alors souvent, c'est la discussion. Certains disent que oui, parce que quand on a fait une myomectomie, bon, la cicatrice est de mauvaise qualité, on a tendance parfois à poser l'indication d'une césarienne systématique. Moi, je suis foncièrement contre, hein, parce que moi, je pense que dans la césarienne, il y a une coupure aussi bien de la séreuse, de la muqueuse, de la musculeuse, etc. Et pourtant, les utérus cicatricés la couche. Je ne suis pas sûr que la cicatrice de myomectomie soit moins solide que la cicatrice de césarienne. Donc, quel est son avis par rapport à ça? Alors, avant de terminer, l'histoire de l'AIFU. Donc, dans la confection de cette technique, de ce webinaire, on avait prévu la contribution d'un expert. Et malheureusement, il n'a pas pu se libérer à temps parce qu'il y a des contraintes d'agenda. Bon, donc, disons, c'est une technique d'avenir, mais qui n'a pas encore fait les preuves. Moi, il y a 2 ans, j'avais participé à un workshop, un stage, en fait, en Afrique du Sud, à Johannesburg. Parce qu'en Afrique, à ma connaissance, il n'y a que 3 appareils. Il y a un appareil qui est à Johannesburg, il y a un appareil qui est au Caire, un appareil depuis l'année dernière au Nigeria. Mais ce sont des institutions privées. À l'époque, l'appareil coûtait 2 milliards.
Et je suis tout à fait d'accord avec Sassi qui dit que bon, c'est pas la panacée, hein, parce que dans les gros fibromes, ça ne marche pas. Mais disons que bon, c'est une opportunité. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Dans tous les cas, on n'a pas à s'investir directement dans ce type de technologie qui doit prouver encore son efficacité, mais la physionomie des fibromes auxquels nous sommes confrontés, bon, n'en fait pas une indication de premier choix. Mais c'est un sujet pour lequel il faut qu'on continue de s'intéresser. Voilà, merci. Merci. Oui, et donc pour la prévention des sinuschies lors des cystoscopies, c'est vrai, plusieurs techniques ont été proposées. Il y a premièrement l'estrogénothérapie. Deuxièmement, il y a beaucoup de produits. Il y a le DU. Donc, c'est démontré maintenant qu'aucune efficacité. La seule précaution qu'il faut prendre, c'est de faire une hysteroscopie quelques semaines après. Deuxièmement, pour la césarienne, pour la myomectomie césarienne, je n'ai pas trouvé d'article qui prône une césarienne systématiquement après une myomectomie. C'est une cicatrice solide et les ruptures sont exceptionnelles. Bon, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus au moins. S'il y a une autre intervention. Alors, dommage, le professeur Cissé l'a dit, nous devions avoir deux autres intervenants. Une intervention sur l'AFU et une intervention sur l'embolisation. Malheureusement, voilà, donc il y a une petite défection. Étienne? Oui, ben, écoutez, on va conclure. Alors, pour vous dire que c'était comme d'habitude une très bonne session. Moi, j'ai retenu deux choses dans l'exposé de notre ami Cheikh Cissé. Il a insisté sur le fait que de la nécessité d'une bonne sélection des indications. C'est une réflexion de bon sens. C'est vrai dans beaucoup de cas en médecine, mais c'est vrai aussi dans les fibromes. J'ai compris que c'était extrêmement fréquent, notamment en Afrique, et qu'il faut adapter les indications précisément aux possibilités qui sont propres à l'Afrique. La deuxième chose que j'ai retenue dans l'excellent exposé du professeur Sassi, pardon, Bouguissane, il a dit en conclusion, apprenons à nos jeunes à bien opérer et d'être autonomes. Je crois que c'est une question de bon sens. J'ai compris qu'il y avait des différentes techniques et différents appareils qui étaient proposés, enfin, qui coûtaient très cher. Mais d'abord, là, c'est le bon sens. Apprenons à nos jeunes à bien opérer. Je crois que c'est vraiment une question de bon sens. Alors, pour ce qui concerne la prochaine session, je reprends mon programme. Cheikh, tu vas me corriger si je me trompe. J'ai noté la prochaine session le mercredi 17 avril. La date n'a pas changé, c'est bien ça? C'est bien ça. Avec un thème qui va être passionnant, qui porte sur les soins respectueux en gynécologie obstétrique, éthique dans l'exercice de la gynécologie obstétrique, réparation des dommages corporels en gynécologie obstétrique, prévention du risque médico-légal en gynécologie obstétrique. Ça va être un sujet passionnant. Ce serait bien que toutes les spécialités fassent la même, je dirais, la même démarche. Voilà, eh bien, écoutez, encore une fois, toutes nos félicitations aux orateurs, c'était passionnant, très intéressant, et rendez-vous au 17 avril prochain.